Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. J'espère que tant bien que mal vous a passé une bonne journée, vous et vos proches. En ce jeudi 10 novembre, l'actualité ce soir, une actualité malheureuse, on en parle maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années, même plusieurs décennies. On va y revenir, ce sont les droits de l'homme en Algérie. Le titre va s'afficher dans un instant. Droits de l'homme en Algérie, une situation de plus en plus grave. On va revenir notamment sur l'actualité du jour, puisque de nouvelles poursuites contre le journaliste. 40 ans de carrière pour ce grand monsieur, ce grand journaliste Hassan El Qadi, le directeur de Radio M et de Maghreb émergente que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur le web, s'est présenté donc ce matin une nouvelle fois devant le juge d'instruction, donc tribunal de Sidi Mohamed à Alger, qu'il a entendu donc dans cette troisième affaire. À sa sortie du tribunal, Hassan Qadi donc a tweeté, vous pouvez retrouver ces informations bien évidemment. Il a été laissé en liberté provisoire mais inculpé des mêmes chefs d'inculpation que le lanceur d'alerte Zaki Hanesh, apologie d'actes terroristes. El Qadi Hassan, je vous le disais, donc un homme, un Algérien, 40 ans de carrière, qui donne de l'information, qui essaye de faire son travail tout normalement, et poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste. On reviendra donc sur ce 87 bis, bien évidemment avec nos invités. La situation des droits de l'homme, des droits humains en Algérie sera examinée demain en matinée, le 11 novembre 2022, devant le Conseil des droits humains de l'ONU à l'occasion de sa 41e session à Genève, précisément au siège de l'Organisation des Nations Unies. On va y revenir. Sachez que notamment sur la page de Saïd Salhi, de la Ligue algérienne des droits de l'homme, un certain nombre d'organisations, je vous les cite: la Ligue algérienne des droits de l'homme, Riposte International, SOS Disparu, la SNAPAP, CG, ou encore l'ACDA, donc signe une tribune en remettant en question notamment le rapport que présentera demain donc les autorités algériennes. Le ministre de la Justice sera présent à Genève normalement demain matin pour défendre les droits humains. Voilà ce que dit le communiqué que vous pouvez retrouver, je vous le dis, sur toutes les pages bien évidemment des associations, des organisations, des ONG que je viens de vous citer. Je vous les rappellerai tout à l'heure. Mais voilà ce que dit le communiqué dans son rapport, qui d'ailleurs n'a rien de national, du fait qu'il a été élaboré par le gouvernement et ses officines des organisations gouvernementales. Le pouvoir continue de nier les réalités après avoir dénié le peuple algérien de ses droits fondamentaux. Vous l'avez compris, donc ce rapport a été réalisé seulement en interne entre les gouvernements, entre les équipes du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Les associations n'ont pas été conviées, entre autres plusieurs ONG en Algérie ou encore internationales n'ont pas été conviées pour débattre et préparer ce rapport. Donc on va y revenir ce soir. Avec nous, alors sur le plateau malheureusement non, car Paris est mobilisé aujourd'hui par beaucoup de grèves, donc pas de transport. Hélas, pas de chauffeur non plus, mais le plaisir de l'accueillir via Skype. Hassan Hiresh, bonsoir. Analyste politique, écrivain, bonsoir cher Hassan. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment, et je rappelle que vous venez de publier donc tout un livre, toute une œuvre consacrée au grand chanteur Slimane Azem qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à découvrir cette œuvre de Hassan Hiresh. Le plaisir de le retrouver, docteur Mohamed Lamine Chiban, militant politique. Vous êtes à Ain Mila. Bonsoir, cher docteur. Mes respects, c'est Chaban, et mes respects à votre invité, c'est Hassan Hiresh. Et je salue tous ceux qui suivent le Marharibiya al-Habiba, ceux qui aspirent à la dignité, à la liberté et à la justice. Merci infiniment, et encore une fois, merci aussi pour votre présence, votre engagement et puis les informations, enfin en tout cas les éléments que vous partagez aussi comme tout Algérien et comme tout citoyen de ce monde, car on est en 2022, mais hélas, en Algérie, encore en 2022, on se fait interpeller, on se fait emprisonner
parce qu'on partage sur les réseaux sociaux, par exemple, et parfois on est qualifié de terroriste. On en parle ce soir. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais revenir avec vous pour commencer. Vous êtes en Algérie. On va parler des droits de l'homme, des droits humains en général, puisque je rappelle qu'il y a aussi les droits des libertés. Il y a la liberté d'expression, mais il y a aussi le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'épanouissement. On va y revenir. Mais d'un point de vue général, comment aujourd'hui se situe le quotidien des Algériens et des Algériennes selon vous, à tout point de vue? Si vous aviez un tableau à faire en termes de pouvoir d'achat, en termes de santé, je rappelle que vous êtes docteur, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quel est le climat aujourd'hui en Algérie? On a vu un certain nombre de manifestations, un sommet arabe, on a vu des accueils, des réceptions de plusieurs ambassadeurs. La présidence, le gouvernement français aussi a été accueilli en grande pompe. Et on a l'impression tout de même d'avoir deux mondes. On a un monde présidentiel, gouvernemental, et on a aussi un monde du peuple algérien qui est en difficulté tout de même, d'après ce qu'on peut retrouver, notamment en vous écoutant les uns et les autres. Si Chaaben, vous savez, nous vivons un sentiment de mal-vie, un sentiment de désespoir, harcèlement judiciaire. Je vous appelle de Ennemila et il y a des enseignants qui sont en grève. Est-ce que vous savez qu'il y a les paramédicaux qui étaient en grève aussi? Sincèrement, le niveau de vie baisse. Les gens font la chaîne pour le matin. C'est vraiment une humiliation. Quand je vois des femmes faire la chaîne pour 2 sachets de lait, sincèrement, c'est pour le Jazair El Jadida, c'est vraiment pas du tout un pays qui, riche de ses ressources, offre à sa population. Mais en plus de cela, la liberté, une liberté qui n'a aucun sens, lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions n'existe plus. Et sincèrement, j'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage à un grand démocrate, un réconciliateur, le dirigeant du Parti communiste algérien, M. Saad Hajar, qui est médecin en plus, et je voudrais donc saluer tous ceux qui ont suivi, qui étaient leurs élèves. Et en plus, je voudrais je voudrais présenter toute ma solidarité, ma sympathie, mon soutien à M. Hissène El-Qadi, qui reste un homme de talent, un véritable démocrate, à Abdelkrim Zraïlech aussi, qu'il ne faut pas oublier. À chaque fois, on l'interpelle dans les commissariats. Et puis, mon soutien à Mme Sbaïchi, qui a osé, durant l'ère Bouteflika, sortir dans la rue et dire non pour le Uhda qui devait la 4e, je pense. Et puis, malheureusement, voilà, c'est des gens qui vraiment, qui défendent la démocratie et qui sont vraiment harcelés, alors que, comme c'est un désespoir quand on voit ceux qui ont pillé le pays, ceux qui ont volé le trésor public, ils sont là, ils vivent normalement, ils n'ont aucun souci. Sincèrement, on sent vraiment on a cette peine et nous espérons, parce que il faudrait toujours espérer et pour que l'Algérie puisse enfin retrouver sa dignité. Voilà, c'est Chaaben. Oui. Je vous garde encore 2 minutes avant de faire réagir sur cette question, Hassan Hiresh. Hier, on consacrait toute une émission notamment sur la revue El Jish, la revue de l'armée, qui revenait notamment sur cet héritage du 1er novembre 54, un contenu tout de même avec des mots importants, droits des libertés, droits humains, une revue aussi qui évoquait cette répression que les Algériens et les Algériennes ont vécue pendant ces 7 ans et demi de guerre, et qui, à en lire la revue aujourd'hui, c'est terminé, c'est un héritage positif. Quand on lit notamment cette revue, mais on entend aussi les différents ministres, le président de la République. Est-ce qu'il y a réellement, je vous fais réagir sur cet héritage, parce que c'est vrai qu'après
toutes ces années de guerre où les Algériens se sont battus pour avoir enfin leur terre, être libres dans leur terre. Est-ce que réellement aujourd'hui on peut parler d'un héritage avec encore cette thématique ce soir autour des droits, des libertés et puis aussi ce constat que vous venez d'évoquer. Faire la chaîne aujourd'hui en 2022 pour une pochette de lait, c'est tout de même une situation plus que dramatique. Oui, c'est Chaben. Vous savez, je vous cite Jean-Jacques Rousseau. Quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Et Jamel Eddin al-Afghani, il dit, je traduis, qui incarcère un peuple, qui étouffe un peuple, qui brandit le fouet, qui fait taire une opinion, celui qui dénie aux humains leurs droits est né dans la religion. C'est Jamel Eddin, le grand Jamel Eddin al-Afghani. Effectivement, en 62, nous avons eu, comme l'a dit Hussein Ahmed, Allah yarhamou, nous avons libéré la terre, mais l'esprit, le peuple, il peine toujours. Il est inacceptable qu'en 2022, les droits fondamentaux des citoyens, comme le droit de manifester pacifiquement, soit ainsi violé. Nous avons réellement, nous sommes devant un sentiment de désespoir et un climat de terreur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, judiciaire, où la moindre position publique, et à travers les réseaux sociaux, justement, constitue un motif d'interpellation. C'est vraiment malheureux, parce que vraiment la population, ils ont peur. Les gens sont tétanisés. Les gens sont terrorisés. Yamina Khadra, le poète, il a déclaré récemment, jamais l'Algérie n'est allée aussi profondément dans les abysses. Abysses, le gouffre. Voilà ce que ressent Yamina Khadra. La liberté n'a aucun sens, mon ami Chaben. La liberté n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions n'existe plus. Ce droit parmi tous les droits est la hantise des tyrans. Et là, justement, nous espérons qu'il y aura un changement. La liberté d'expression est l'une des libertés fondamentales. Comment pensez-vous aller harceler la seule chaîne qui reste? Nous avons le Magharibi, la soupape de sécurité. Réellement, et croyez-moi, Tishaben, que cette chaîne, elle est suivie par des millions de téléspectateurs. Et puis nous avons aussi Radio M émergente, la Radio Maghreb, Ihsan Qadi, il se fait comme ça, nous de la peine. Alors, on se pose la question. Déjà, le rapporteur de l'ONU sur les libertés d'expression, de réunion et de manifester c'était prévu pour le 12 septembre. Cette réunion a été reportée à Lèche. La question reste posée. Est-ce que vous savez, Tishaben, qu'en 2010, nous étions classés 116e sur 167 pays au rang mondial? Le classement Kawesh, l'un des pays qui censure le plus les médias dans le monde. En 2020, nous avons encore dégringolé. Nous sommes classés 128e. Vous voyez où va l'Algérie? Où va l'Algérie? L'indice mondial de l'état de droit, c'est-à-dire selon World Justice Project, nous classe 82e sur 139 pays. La Libye, la Corée du Nord, le Soudan, l'Iran. Voilà où nous sommes l'Algérie. Et là, justement, en parlant de liberté d'expression, liberté de presse, je vous rappelle, puisque nous parlons de novembre, un fait historique. En 1958, Henri Halleg, qui est très connu, qui est un communiste, qui est l'ami des Algériens de la Révolution algérienne, et qui était le directeur du journal communiste algérien, Alger républicain, il avait parlé de la disparition du grand Maurice Audin. Eh bien, figurez-vous, son journal Alger républicain a été interdit de parution. Pour cause, participation à une entreprise de démoralisation de l'art. Ça, c'était en fait. Merci.
je reviens à vous, hein, docteur Mohamed Lamine Chiban, dans un instant. Hassan Herash, avec nous, militant des droits de l'homme, économiste. Hassan Herash, vous venez d'entendre le docteur Mohamed Lamine Chiban qui est en Algérie, qui d'abord dresse ce tableau quand même très noir, et puis qui parle de gens, d'un climat de terreur. Je le cite, de gens terrorisés. On est en 2022, et puis on a un homme qui a sa carrière, qui est journaliste et qui est aujourd'hui donc qualifié de terroriste. Terroriste, je dis bien. D'abord, permettez-moi de saluer Amine Chiben, qui est sur le terrain, dans les était totalement juste, auquel je souscris parfaitement. Alors, ce que je peux rajouter, parce qu'il est difficile de rajouter quoi que ce soit par rapport à ce qu'il a dit, je suis totalement atterré. 60 ans après l'indépendance, on est en 1 novembre, et des patriotes, des nationalistes, des militants des droits de l'homme, militants pour la culture, pour la prospérité économique, etc., pour la liberté des Algériens, sont arrêtés sans ménagement et jetés en prison, comme ça, sans véritablement étudier quoi que ce soit sur leur passé, sur leurs activités, etc. On leur confectionne des dossiers totalement délirants sur des activités insensées du genre atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à la morale de l'armée, terrorisme, etc. Toutes sortes d'activités qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'ils font. C'est diamétralement opposé. Alors, je suis totalement atterré. Vous savez, j'ai 72 ans. Ça fait 60 ans que j'attends que je sois libre dans mon pays, que ma génération qui avait donc vécu en tant qu'enfant, adolescent, l'indépendance, on était tellement heureux. Même si on a perdu nos pères, on a perdu nos grands-pères, on a perdu nos frères, nos sœurs, eh ben, on s'était dit que c'était fini, que l'Algérien allait avoir sa souveraineté, que l'Algérien allait s'exprimer librement, que le joug colonial c'était fini, et le joug colonial dans le sens tout simplement où il y a une chape de plomb sur les libertés individuelles, les libertés collectives, sur les libertés politiques, les libertés syndicales, etc. Donc on attendait évidemment une Algérie qui soit le phare dans le monde suite à une guerre de libération exemplaire tant au niveau des sacrifices que tant au niveau des valeurs, des valeurs tout simplement non seulement d'indépendance mais aussi de souveraineté des peuples au niveau national, international, etc. Donc moi je ne sais plus quoi dire, je ne sais pas qui dans les équipes dirigeantes algériennes, qui parmi eux décide d'inquiéter, d'enfermer, d'emprisonner, d'embastiller toutes ces femmes et tous ces hommes. Pourquoi justement, pourquoi de telles décisions on écoutait certains invités réagir, notamment Saïd Salhi tout à l'heure chez mon ami confrère Nassar Djoudi. Aujourd'hui, enfin en Algérie, on est en train de vivre tout dépassement de limites. N'importe quel Algérien aujourd'hui peut être classé de terroriste. Selon vous, pourquoi ces décisions? Parce que réellement, ces Algériens et Algériennes font réellement peur, peuvent déstabiliser tout un pouvoir à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où tout le monde est quelque part un peu journaliste, tout le monde s'exprime, tout le monde a envie aussi de dégager ses émotions, de réagir. Qu'est-ce qui fait peur au pouvoir algérien pour essayer de cadrer un maximum en arrivant à mettre en place un 87 bis? Vous savez, toute personne qui est prise au dépourvu en train de faire des actions totalement illégitimes, eh ben, a peur qu'elle soit surprise, qu'elle soit prise en flagrant délit. Et je pense très honnêtement, c'est qu'il y a beaucoup plus un côté psychologique que politique.
Dans la mesure, effectivement, où les dirigeants ne se sentent pas légitimes, ne se sentent pas à leur place, ne se sentent pas forcément compétents, ne se sentent pas aimés, surtout du peuple algérien, leur réaction, effectivement, devient violente. Euh, il y a aussi une culture de paranoïa, une culture de paranoïa depuis très longtemps, je dirais même depuis l'assassinat d'Abban Ramdan, Mhm. depuis qu'on l'a attiré dans un traquenard et qu'on l'a assassiné comme ça, sans jugement, alors qu'il était, on va dire, la tête pensante du FLN, la tête pensante du mouvement de libération nationale à cette époque-là. C'était vraiment l'unificateur du mouvement national. C'est celui qui avait appelé à unir les rangs et auxquels se sont ralliés les communistes, les ulama, les udmistes, etc. Tous les courants, à l'exception du MNA, tous les courants politiques algériens, tous les partis se sont ralliés à l'idée d'indépendance autour du FLN. Et donc, c'était dans quel but? C'était dans le but de libérer les Algériennes et les Algériens, de leur permettre de s'exprimer, de leur permettre d'étudier, d'entreprendre, de leur permettre d'agir et surtout de leur permettre d'être des acteurs au niveau local, régional, national. Et le résultat aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire le joug colonial qui avait écrasé, écrabouillé le peuple algérien, eh ben, on le reprend sous d'autres formes, mais avec les mêmes conséquences, les mêmes résultats, c'est-à-dire bâillonner tout un peuple, bâillonner les enfants de ce pays qui a tant donné, qui a donné les meilleurs d'entre nous, comme disait Jacques Chirac. Eh ben, là, aujourd'hui, nous sommes complètement dépités. Nous sommes dans une situation totalement, je dirais, quasiment décourageante. Heureusement qu'il y a le Hirak dans les esprits, qui n'est pas mort, qu'il y a aujourd'hui quand même euh, une, comment dire, une lumière d'espérance, parce qu'il y a eu ce mouvement né en février 2019 qui a montré que le peuple algérien veut se libérer à nouveau et veut tourner, non seulement tourner la page, mais changer complètement de livre pour passer à une Algérie libre, à une Algérie démocratique, à une Algérie plurielle, où aucun enfant ne peut pleurer du fait de l'injustice des institutions, aucune mère ne peut pleurer du fait de l'injustice des institutions algériennes, aucune espèce de violence, aucune espèce de brutalité. C'est ça le rêve qu'avaient nos ancêtres, nos aînés, et quand les Algériens aujourd'hui, à travers le Hirak, à travers les associations, à travers les syndicats autonomes, à travers les partis politiques d'opposition, les vrais, alors nous sommes dans une situation complètement bloquée. C'est totalement incompréhensible. Et je ne sais pas comment nous y prendre pour que les décideurs entendent nos cris de Merci. désespérance, nos cris d'alerte. Comment leur expliquer qu'on va droit dans le mur et que c'est indigne de notre pays, indigne de la grande Algérie dont tout le monde a rêvé. Je reviens à vous dans un instant. Hassan Helech va venir nous rejoindre normalement. L'avocat, le vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme qu'on a eu hier, mais fallait qu'on l'entende ce soir quelques minutes, d'autant plus que Le Monde, le quotidien Le Monde international, donc en France, qui donc publie tout un 2 pages sur la situation des droits de l'homme, notamment en Algérie, en titrant En Algérie, la valise ou la prison pour les défenseurs des droits. Notamment, on retrouve ces 3 photos, Saïd Salhi, Aïssa Rahmoun et Salah Debbouze, qui sont 3 figures de la Ligue algérienne des droits de l'homme, je vous le disais, qui ont fui en France ou en Belgique, notamment pour échapper à une incarcération quasi certaine. D'un côté, il y a cette répression polémiquée, décriée, annoncée par les militants, les ONG, les Algériens, les Algériennes, mais d'un côté, il y a aussi un président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui est clair, bien dans ses baskets, et qui dit clairement que ces détenus d'opinion, c'est un mensonge d'État. اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن
ما عندناش مساجين تاع راي. أنا الإنسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الشمال. وداخل قبة البرلمان فقط سيطر. Voilà, on a entendu ici Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, donc, qui nous dit clairement qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. C'est un mensonge d'État. On écoutera certainement peut-être tout à l'heure, si on a le temps, notamment côté presse, médias. Voilà, il dit clairement qu'il y a 200 presses en Algérie, près de 8000 journalistes et qu'il y en a seulement 4-5 qui sont arrêtés, pas pour leur fonction. En tout cas, on voit encore aujourd'hui que depuis des mois, malheureusement, le journaliste Hassan El Qadi, on ne le lâche pas, et dans une troisième affaire. Donc aujourd'hui, il est qualifié, attaqué, classé de terroriste. On va recevoir normalement dans un instant Maître Aïssa Rahmoun. Docteur Mohamed Lamine Chiban, je reviens à vous. Il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, c'était prévu début octobre, si mes souvenirs sont bons, où le rapporteur de l'ONU devait se rendre en Algérie pour la troisième fois consécutive. Ça a été reporté, si je ne me trompe pas non plus. En tout cas, ça a été reporté encore une fois. La Ligue algérienne des droits de l'homme a dit clairement que ce report était justifié pour une non-assumance du pouvoir algérien et de ne pas faire face notamment à cette situation dramatique. En tout cas, demain, la situation des droits humains en Algérie sera examinée donc à Genève, au siège de l'ONU. Comment pourra se défendre, qu'est-ce que dira selon vous le pouvoir algérien? Le ministre de la Justice, il va s'y rendre normalement aussi. Qu'est-ce qui pourra se dire, vu tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit, notamment sur nos plateaux depuis plusieurs mois? Ce qui est sûr, il sera accusé demain à Genève. Ce qui est sûr, c'est que, vu tout ce qui se passe en ce moment en Algérie, je me pose la question. Et ce ne sera pas gai du tout pour lui. Et quand je me rappelle, Bouteflika, quand il disait, juste quand il a été élu entre guillemets en 2019, alors que 6 candidats se sont retirés, Ahmed Talbi Ibrahim et Hossein Ahmed et les autres, le docteur Youssef Khatib, le colonel Youssef Khatib, eh ben, il disait à un journaliste, notre maison, notre pays de verre, yani transparent, et bien justement, le rapporteur de l'ONU, j'ai dit septembre, tu as reporté à maintes reprises des reports cette rencontre, si nous n'avons rien à cacher. Alors, et puis en plus, je me pose la question pour demain, et j'en profite d'ailleurs pour saluer un autre grand démocrate et qui est médecin aussi, le professeur Monsef Merzougi, l'ex-président de la Tunisie. Alors là, le professeur Monsef Merzougi, il lance un appel au peuple arabe pour sortir demain, justement le vendredi, pour manifester pour les droits de l'homme. Et là, pour secouer ces dictateurs, من الخليج من الخليج إلى المغرب يعني. Hein? Voilà ce sommet, j'en profite d'ailleurs pour parler de ce sommet qui a rassemblé quelques dictateurs. Mais réellement, si vraiment nous voulons vraiment pour que notre pays se développe, hein, et comme l'a dit Émile Zola, une société forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Je reviens à vous. Merci, docteur. Je reviens à vous dans un instant. Vient de nous rejoindre donc pour une petite poignée de minutes. Fallait l'entendre aussi ce soir. Maître Aïssa Rahmoun, donc avocat, militant des droits de l'homme. Et je rappelle, vous venez donc d'être élu il y a quelques jours vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. D'abord une réaction, Maître Aïssa Rahmoun. Bonsoir. Hassan El Qadi, que vous connaissez bien, est aujourd'hui donc clairement poursuivi pour appartenance à une organisation terroriste. Qu'est-ce que ça vous êtes en colère? Pour vous, malheureusement, c'est une normalité en Algérie?
Bonsoir tout le monde. Et effectivement, comment ne pas être en colère quand on entend, quand on voit ce genre d'accusation, l'excès dans l'utilisation de l'article 87 bis, alinéa 13 et 14 à la fois, et 12, qui renvoie devant des juridictions criminelles, des journalistes, des avocats, des enseignants universitaires, des étudiants, toute tranche de la société, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, tout ce que le Hirak a donné comme crème a fait jaillir comme lumière de l'Algérie, de la citoyenneté en Algérie, est aujourd'hui traduit devant la juridiction criminelle. L'article 87 bis qui demeure un article très élastique au gré de la volonté du régime de mettre des citoyens algériens sous le verrou et l'accusation criminelle. Bien sûr, il faut être révolté, mais aussi travailler pour pour que cet article soit abrogé et plein d'autres articles qui sont dans la législation algérienne. Maître Rahmoun, demain, donc vous le savez, hein, la situation des droits humains algériens sera donc évoquée pour cette 41e session à Genève, au siège de l'ONU. Clairement, donc il y a ce communiqué, je le rappelle aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Voilà ce que dit notamment ces ONG, dont la Ligue algérienne des droits de l'homme, Riposte Internationale, entre autres l'ACDA et le SNAPAP. Dans son rapport, qui d'ailleurs n'a rien de national, du fait qu'il a été élaboré par le gouvernement et ses officines et organisations gouvernementales, le pouvoir continue de nier les réalités après avoir dénié le peuple algérien. Au sommet arabe, on n'a pas évoqué les droits humains en Algérie. Emmanuel Macron, président français, a parlé d'une certaine sensibilité du président Tebboune en disant qu'il ne fallait pas non plus parler d'ingérence. Il y a eu ce report aussi du rapporteur. Alors je parlais de début octobre, mais c'était prévu le 12 septembre dernier précisément. Qu'est-ce qui pourra se dire demain? Est-ce que ça peut être concluant? Est-ce que ça peut apporter une lueur d'espoir à tous ces détenus d'opinion et à ce que, enfin, les droits humains en Algérie prennent un petit peu de liberté, un peu d'ensoleillement? Comment apporter une synthèse à une telle question? Il faut savoir tout d'abord qu'en 2017, l'Algérie est passée devant le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, où il y avait des engagements de l'État algérien quant à plusieurs chapitres qui sont liés aux droits civiques et politiques, mais aussi aux droits sociaux et culturels. C'est des engagements internationaux que l'Algérie est responsable devant les Nations Unies. Il faut dire aussi que il y a effectivement plusieurs ONG dans le collectif des familles de disparus, le CFDA, la ADDH, la Ligue des droits de l'homme, le SNAPAP, l'association féministe algérienne Sawa Farman Soumer, le Centre Justicia pour la protection juridique des droits de l'homme en Algérie, Riposte Internationale, le collectif Action Détenue et la Confédération Générale des Autonomes des Travailleurs en Algérie. Ces ONG ont déposé un rapport alternatif à l'examen périodique universel qui va se tenir demain, après le passage de la Tunisie, de la Bélarussie et de la Russie qui était sévèrement critiqués par les États. Et aujourd'hui, la situation des droits humains en Algérie, il faut dire, c'est fortement détérioré depuis l'ancien engagement en 2017. Ceci est d'abord visible à travers la répression qui a caractérisé la réponse donnée au mouvement de contestation démocratique Hirak, il faut le reconnaître, qui a donné lieu à une fermeture de l'espace civil quasi totale. C'est un recul des libertés d'association. Il s'agit aussi d'un durcissement du cadre juridique quand on voit le législateur qui adopte cet article 87 bis qui verrouille le champ civique associatif de la société civile, mais aussi le champ politique. Ça vise à la pacification du mouvement et la normalisation de ces revendications démocratiques pourtant légitimes du peuple algérien. Pour faire la synthèse de ta question, cher Chaban,
Il faut dire que si Macron avait dit que on se tient au devoir et à la règle et à la mœurs internationale de la non-ingérence, il faut dire aussi que les États aujourd'hui, et particulièrement les États européens, après la guerre en Ukraine, il y a une devise qui émerge dans les relations des États, dans les rapports visant les droits de la personne humaine et leur contrôle et les engagements des États. C'est gaz contre silence. C'est monnayer le silence des États par cette disponibilité, cette disposition de l'Algérie à offrir ou bien à céder tout à l'extérieur, bien sûr, en monnayant les richesses du peuple algérien. C'est dans cette configuration aussi qu'intervient le sommet de la Ligue des pays arabes qui n'ont pas effectivement adopté, plutôt abordé la question des droits humains. Quand on sait qu'en Égypte, par exemple, il y a plus de 7000 détenus d'opinion et actuellement, Al-Din, qui est un blogueur, un journaliste et un activiste égyptien qui est en grève de la faim, sa situation, sa santé est vraiment détériorée. Donc tout ça obéit à la nature des régimes arabes d'une part, à la complicité de l'Occident d'une autre part et à la fermeture de tous les champs d'expression en Algérie particulièrement. Demain, donc, il y aura des États qui vont poser des questions. Ils ont deux rapports. Le rapport du gouvernement algérien qui va être présenté, défendu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et celui de la société civile, ce rapport alternatif où des États, on a déjà les noms, plutôt les États qui vont intervenir et poser des questions comme la Suisse, les États-Unis d'Amérique, la Finlande, les pays nordiques en général, mais aussi les pays de l'Amérique latine qui vont indexer, qui vont poser des questions pour l'Algérie sur beaucoup de chapitres sur les droits civiques et politiques et socio-culturels. Merci maître, merci. Donc on viendra vers vous bien évidemment suite à ce rendez-vous demain matin. Merci, je sais que vous êtes pris aussi ce soir, vous avez pris quelques minutes pour vous faire réagir et je rappelle que vous êtes cité dans le Monde, notamment, voilà ce que titre le Monde, en Algérie, la valise ou la prison pour les défenseurs des droits. On a ces trois photos, Saïd Salhi, Aïssa Rahmoun qu'on vient de recevoir et Sarah Debbouze qui sont des figures emblématiques de la Ligue algérienne des droits de l'homme et qui ont dû fuir en France ou en Belgique parce qu'il y a des problèmes et des risques notamment d'enfermement, d'incarcération. Hassan Heresh avec nous, je reviens à vous. Mais j'ai envie de vous poser la même question. On a vu ces différentes rencontres de pays occidentaux où on peut parler d'état de droit, on peut parler de démocratie, comme la France par exemple, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne par exemple. Il y a eu ce sommet arabe, mais est-ce que demain, réellement, il y a cette rencontre, est-ce qu'elle va porter ses fruits, sachant qu'à chaque fois qu'il y a des rencontres, les droits humains en général ne sont pas spécialement évoqués. Est-ce qu'on peut attendre une lueur d'espoir demain matin? Vous savez, le ministre algérien va tenir un discours exactement le même que M. Lavrov ou que le ministre des pays comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme les pays du Golfe, etc. Il va dire quoi? Il va dire qu'en Algérie, il y a une pluralité de la presse, qu'il y a plusieurs journaux, mais sans évidemment mentionner que ces journaux sont totalement bâillonnés, totalement mis à l'index et que des journalistes sont en prison. Il va dire qu'il y a la Ligue des droits de l'homme, qu'il y a plusieurs associations, etc., indépendantes du pouvoir, mais sans préciser non plus que cette ligue, que les associations, etc., sont totalement limitées dans leurs actions, que leurs militants sont régulièrement interpellés, emprisonnés et voire même torturés pour un certain nombre d'entre eux. Ils vont dire que c'est un pays où il y a plusieurs partis politiques, donc c'est un pays démocratique, etc., sans préciser évidemment que ces partis politiques n'ont le droit ni de se réunir, ni de manifester, ni de tenir leur congrès, ni de tenir tout simplement leurs universités d'été comme le RCD la dernière fois, etc., que ces partis politiques n'ont aucun financement, qui n'ont aucune possibilité de s'exprimer dans les médias publics,
et même dans les médias privés, parce que précisément, il y a une pression sur les médias privés de la part du pouvoir. Donc le ministre va évidemment enjoliver la situation algérienne, il va parler de syndicats autonomes, alors que ces syndicats autonomes n'ont aucune marge de manœuvre, aucune possibilité justement de prendre de l'ampleur, de faire de leurs activités, de manifester, de faire des formations, etc. Ils vont dire qu'il y a liberté sur la toile, mais évidemment, ils ne parleront pas du cas de Hussein Al-Qadi avec la radio M, Maghreb émergent et tant d'autres qui sont complètement sous la férule justement du pouvoir et qui sont réprimés quotidiennement. Donc, mais Hassan Haresh, c'est bien de nous avoir fait d'ailleurs ce bilan, parce que les associations, les syndicats, les ONG, le champ politique, les médias ont beaucoup de mal à travailler, voire sont fermés. Et puis ceux qui sortent un peu du cadre, comme Radio Émergent par exemple, ou Maghreb Émergent et Radio M, pardon, sortent du cadre, on voit ce qui se passe. Mais il y a une situation qui est décriée par certains médias comme les nôtres, par exemple, ces ONG dont vous faites partie parce que vous êtes aussi très actifs. Il y a aussi le Parlement européen, on l'a vu encore dernièrement avec des interpellations, notamment de ces 11 parlementaires européens qui ont interpellé le patron de l'Europe sur la situation. Donc il y a tout de même des réactions qui justifient une certaine réalité. Mais à l'inverse, on a tendance à croire que le pouvoir algérien est intouchable, insubmersible. On a l'impression tout de même qu'il a tous les droits, quoi qu'il arrive. Ils pourront dire, comme vous le dites, tout ce qu'ils veulent demain matin, mais à la fois, il y a une réalité. Le problème, c'est qu'effectivement, toutes les organisations internationales des droits de l'homme, y compris d'ailleurs au niveau de l'ONU, ils n'ont malheureusement aucun pouvoir. C'est-à-dire que leurs décisions n'ont malheureusement pas d'effet de contrainte. Donc, bien sûr, elles marqueront un certain nombre de points, pointeront du doigt tous les dysfonctionnements, toutes les atteintes aux droits de l'homme, toutes les atteintes aux libertés. Elles montreront qu'il y a une justice totalement dépendante dans notre pays. Elles montreront qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Et évidemment, tout ça sera mis dans les rapports de ces organisations, aussi bien des ONG que de l'ONU. Mais malheureusement, ils n'ont aucun pouvoir de contrainte, ce qui fait que c'est pour ça que l'Algérie, le pouvoir algérien reste totalement insensible aux appels des militants, aux appels des organismes internationaux, reste totalement sourd à ces différents cris d'alarme en ce qui concerne la violation flagrante des droits de l'homme dans notre pays 60 ans après l'indépendance. Donc malheureusement, notre pays reste insensible à toutes les décisions qui seront prises et à tous les rapports qui seront rédigés au niveau de ces instances. Et ils sont totalement sourds aux appels des uns et des autres, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais il est extrêmement important de continuer de nous battre, de continuer de faire ce travail pour que l'Algérie ne se permette pas. Vous aurez le mot de la fin justement sur ça. C'est un peu la perspective que j'allais vous demander. Donc je reviens à vous dans un instant, cher Hassan Haresh. Docteur Mohamed Lamine Shiban, quand on parle des droits, c'est vrai qu'on a tendance à parler des droits, des libertés d'expression, mais les droits humains, c'est aussi le droit de savoir, le droit à l'éducation, le droit de vivre dignement, de se nourrir normalement et de se soigner. Peut-être un droit sur la situation des droits, notamment en termes de soins, par exemple, en Algérie. Je sais que c'est votre secteur d'activité. On en est où aujourd'hui? On sait que pendant la pandémie, du début de la pandémie, 2 ans après, on a vu que le pouvoir algérien ne s'était pas préparé. Il avait 2 ans pour se préparer puisqu'il y a eu plusieurs phases dans cette pandémie. La situation des droits, par exemple, en termes de santé.
Vous savez, le système de santé est toujours malade en Algérie. Ce système de santé qui a été vraiment durement éprouvé par la perte de beaucoup de médecins, plus de 300 médecins spécialistes et médecins généralistes, sans compter le corps paramédical, par manque d'oxygène. Je dis par manque d'oxygène. Et malheureusement, la situation en est, vous avez vu la dernière fois, les incendies du côté de l'Est algérien, où il y avait un manque flagrant vraiment des produits, des médicaments mais vraiment d'urgence. La flamazine, les brûlés, la biafine, ça perdure. Alors, tout est à revoir. Mais est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est vrai que ce constat, et c'est important à chaque fois de le rappeler, on pourrait en parler malheureusement pendant des heures, mais est-ce que ça bouge du côté du système, du ministre de la Santé? Est-ce qu'il y a un travail? Parce que c'est vrai qu'en lisant un peu la presse, l'APS, en essayant d'avoir des informations, à la fois, on a très peu d'informations sur des projets, des réformes en termes de santé, des accompagnements, des moyens, des finances. Est-ce que ça bouge tout de même pour le droit à la santé, notamment des Algériens et des Algériennes, ou est-ce que c'est statu quo et on a un pouvoir qui est totalement sourd dans ce secteur-là aussi, malheureusement? Le peuple algérien, réellement, il fuit le secteur public. Il va au secteur privé. Heureusement qu'il y a ce secteur privé. Ça veut tout dire. Dans les hôpitaux, c'est le même problème. Absence de scanner sont en panne, l'IRM, les radios. Il y a un manque flagrant de produits pour faire les produits d'analyse dans les laboratoires. Même les agents paramédicaux, alors là, un manque flagrant de gants. Vraiment, quand je vois, on me rapporte ce qui se passe dans les polycliniques, sincèrement, en ce moment, nous sommes à passer une épidémie de grippe et de bronchiolite, surtout les services de pédiatrie à Alger sont débordés, mais on attend toujours les promesses, paroles. Voilà, on attend toujours, mais rien de concret, rien. C'est la même chose à la santé comme dans tous les services, dans tous les domaines. Vraiment, c'est pas du tout gai, vraiment. Merci, cher docteur Mohamed Lamine Chebane. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir de vous retrouver. Une petite minute, cher Hassan Hiresh, pour conclure. Vous parliez justement de continuité. Il faut continuer à... Vous parliez de cette diaspora tout à l'heure, de cette lueur aussi de Hirak. C'est ça la solution, c'est de ne pas lâcher? Bien évidemment, aujourd'hui, le militant algérien est intimidé, est réprimé, est emprisonné, embastillé. On lui présente évidemment un tableau totalement sombre de la réalité politique officielle. Mais évidemment, ce n'est pas ça qui va arrêter les Algériens. Vous savez, je vais vous relire un texte, un petit passage du célèbre écrivain Mouloud Mamri, qui évidemment était un militant des droits de l'homme, un militant des cultures, etc., et qui nous dit « Quand trop de sécheresse brûle les cœurs, quand la faim tord trop d'entrailles, quand on rentre trop de larmes, quand on bâillonne trop de rêves, c'est comme quand on ajoute bois sur le bûcher. À la fin, il suffit du bout de bois d'un esclave pour faire dans le ciel de Dieu et dans le cœur des hommes le plus inextinguible incendie. » Merci. Et je pense que nos dirigeants devraient méditer ce passage, ce poème de Mouloud Mamri, et sans parler d'autres, de Moussaït Mingled, de Matou Blounes. Entre autres, ils sont très nombreux. Merci. Et il y a aussi d'ailleurs Slimane Azem qui a aussi écrit sur les libertés, la révolution, l'amour et l'exil. Et j'invite les téléspectateurs à retrouver donc votre œuvre sur Slimane Azem sur les réseaux sociaux, chez les plus grands distributeurs. Vous allez pouvoir vous le procurer. Merci Maître Rahmoun, merci de Dr Mohamed Lamine Chebane et merci Hassan Hiresh, l'équipe en régie. Merci infiniment. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, la semaine prochaine. Prenez soin de vous.
Bonne soirée à tous. Le programme continue sur El Marharabi.